Merci. Merci, bonjour. Je ne suis pas un ancien étudiant de la Sorbonne, donc j'y ai pas vraiment droit. Merci à vous, en tout cas, d'être ici pour cette deuxième journée de la Cité de la Réussite 92. La publicité de Total, l'un des partenaires de la Cité de la Réussite, est assez bonne. Finalement, c'est assez gratifiant, assez agréable d'accueillir, en effet, des milliers d'étudiants à la Sorbonne, dans une université, le dimanche, quand ils sont volontaires. C'est bon signe. Alors, art et liberté, eh bien, l'équipe de la Cité de la Réussite a souhaité avoir des intervenants sur ce thème de l'art, sur ce thème de la liberté. Ma foi, eh bien sûr, c'est un petit peu un prétexte, c'est pour que vous puissiez, c'est ça la Cité de la Réussite, pour que vous puissiez vous entretenir avec eux, mais pour poser ces questions, en quoi dans un pays comme la France, finalement assez opulent et somme toute assez libre, quelles que soient les difficultés du moment, en quoi l'art a-t-il encore un message à délivrer et en quoi est-il vecteur de liberté? Nous allons y répondre dans quelques instants, je l'espère, avec quatre personnages hors du commun. Il s'agit de Jack Lang, le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation, qui sera là dans quelques instants, qui est ici même et qui a accepté de venir se mêler à ce débat de la même manière que les autres intervenants, alors qu'ici tout de même c'est le ministre de tutelle. Et puis Pierre Berger, homme de littérature, homme de peinture, homme d'économie aussi et de musique depuis quelque temps. Et puis deux cinéastes, auteurs, réalisateurs, Costa Gavras et aussi Jean-Claude Carrière, culture de la communication. Bonjour. Tenez, venez là, pardon. Voilà. Quand on a créé la fête de la musique, la fête du cinéma, et j'en oublie bien sûr, qu'est-ce qu'on peut encore espérer créer? Parlez plus fort, je crois. Bon, alors voilà, ça vient. On va essayer que ce ne soit pas pareil. Voilà. Je disais, Jack Lang, avec nos excuses pour ce petit souci de... Vous nous entendez bien, là? Ah bon, ça va venir. Voilà, ça va venir. Je disais, quand on a créé la fête de la musique, la fête du cinéma, qu'est-ce qu'on peut encore espérer créer de même nature pour faire évoluer les choses pour la culture en France? Pardon, je voyais à l'instant ce petit film, je précise pour tous ceux d'entre vous qui viennent de différents pays, qu'il est un petit peu ancien. Ça se voit sur le visage, j'imagine. Il remonte à 5 ans. Et depuis lors, de l'eau a coulé sous le pont de la Seine et la pyramide du Louvre a été construite. D'ailleurs, ça montre toute la relativité de ces fameux sondages. Lorsque nous avons décidé de construire cette pyramide, en effet, il y a eu beaucoup de polémiques. Les gens étaient plutôt réservés, plutôt contre. Puis à mesure que le projet s'est réalisé, la tendance est inversée. J'imagine même qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnages qui avaient pris la tête d'un comité contre la pyramide, aujourd'hui feraient partie d'un comité pour sa préservation. C'est un peu à l'image de notre pays qui est tour à tour, de temps en temps révolutionnaire et le plus souvent conservateur. Révolutionnaire parce que trop souvent conservateur. Alors quoi d'autre? Et beaucoup de choses dans l'intervalle et pour l'avenir, mais peut-être qu'on en parlera à la faveur de questions plus précises. Mais aujourd'hui, là, dans l'heure, par exemple, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Votre nouvelle réforme de l'université? Beaucoup de choses me tiennent à cœur. Je voudrais faire profiter plutôt les jeunes de ce pays et d'autres de cette union qui a été décidée entre l'éducation et la culture. Ça ne va pas de soi, et pourtant c'est si évident. Alors j'aimerais que ce mariage soit un mariage fructueux. J'aimerais que ce mariage porte de beaux fruits ou de beaux enfants, dans des domaines très précis. Les bibliothèques, les musées, la présence plus active des arts à l'école, au lycée, au collège, dans les universités, enfin, il y a beaucoup d'autres sujets que nous pourrions aborder. Jacques, là, on va y revenir dans un instant. Et alors, l'éducation, si vous en êtes le ministre de tutelle ici, on va recevoir aussi des gens de culture, acteurs directement de la culture. Et d'abord, Costa Gavras et Jean-Claude Carrière. Ah, c'est Jean-Claude Carrière. À droite, si vous voulez bien. Complètement à droite. Là-bas, si vous voulez bien. Dans votre poche, dans votre poche.
Costa Gavras, quels sont vos projets du moment? Je suis en train de finir un film qui s'appelle La Petite Apocalypse. Il sera prêt pour le mois de janvier, fin janvier. Ah bon, il faut que je répète. Je suis en train de finir un film, je suis à la finition, ce qu'on appelle au mixage, d'un film qui s'appelle La Petite Apocalypse. Il sera prêt fin janvier. Même question, vous êtes Jean-Claude Carrière, président de la FEMIS. Vos projets du moment, ce sont des échéances scolaires, je dirais, oui, pour les étudiants? Nous accueillons la 7e promotion et je crois que c'est le 2 novembre que je les reçois par le petit discours d'usage. Dans quelques jours, arrivée de la nouvelle promotion de la FEMIS. Alors, dernière invitée dans quelques instants que nous allons évoquer aussi immédiatement, nous allons évoquer sa carrière. Il s'agit donc de Pierre Berger. Là, nous parlerons musique, littérature, peinture. Pierre Berger en images. Je donne le micro, si vous voulez bien. Notre éminence grise, comme disait Bernard-Henri Lévy, enfin il contredisait cet aspect-là, n'est pas en gris. Bernard-Henri Lévy dit aussi que vous n'avez jamais cherché particulièrement à réussir. Quels sont tout de même les projets du moment, l'actualité du Pierre Berger? Est-ce que vous souhaitez réussir en ce moment? Si je souhaite réussir, oui, je souhaite réussir. Vous avez entendu ces gens là qui parlaient de l'opéra. Plus près le micro. Ces gens qui parlaient de l'opéra, qui se plaignaient de ceci ou de cela, ils n'avaient pas tort. Parce que ça se fait pas en un jour, donc ça c'est pas tout à fait réussi encore, mais on y arrivera, donc c'est ce que je souhaite. C'est votre principal bébé du moment? Oui, bien sûr. Bien, alors nous avons ici donc deux écoles ou deux juniors entreprises d'étudiants, vous connaissez les règles de la Cité de la Réussite, l'EDEC de Lille, junior entreprise de l'EDEC de Lille, et aussi la junior entreprise de Paris-Dauphine, qui sont ici, promo 9. Et donc, ils ont préparé un certain nombre de questions, mais je tiens à vous préciser qu'il y a un micro, j'espère que le son nous servira là, un micro dans la salle à votre disposition. Donc, notez vos réflexions et n'hésitez pas à nous faire signe quand je me tournerai vers vous. Alors, on va commencer tout de suite avec les étudiants. Là-bas, me disent-ils. Je vais vous demander de vous présenter, vous dire qui vous êtes, quelle école, et puis poser votre question. Et à qui vous la posez? D'accord. Bonjour, Claude Batin, je suis membre de CMS, la junior entreprise de l'EDEC. Je tiens d'abord au nom de tout le panel d'étudiants à remercier ces messieurs de leur présence. Et voici ma question. Qu'est-ce que la liberté d'un artiste lorsque l'on sait que son succès et donc sa survie sont subordonnés à des impératifs commerciaux? Je m'adresse à tous nos invités. À tout le monde. Alors la liberté d'un artiste, quand elle est subordonnée à des impératifs commerciaux, qui est-ce qui veut répondre? Ah, Costa, moi je me... Ah bon, on a tout notre temps. Hein, Moi, peut-être je suis peut-être le mieux placé pour répondre, puisque Jean-Claude Carrière. Avec Buñuel, nous avons fait un film qui s'appelait Le fantôme de la liberté. Et un hommage lointain aux premières phrases du manifeste du communisme de Karl Marx. Vous savez, un spectre parcourt l'Europe, il s'appelle le communisme. Alors un spectre parcourt le monde, il s'appelle la liberté. La liberté de l'artiste, de quelque côté qu'on la prenne, est une illusion. Elle n'existe pas. Serait-il seul au monde, il serait toujours commandé à son insu par ce que nous savons que nous possédons tous et qui s'appelle un inconscient. Donc la liberté, quel que soit le régime dans lequel il vit, cette liberté bien sûr est relative. Elle peut être plus ou moins contrainte, plus ou moins limitée, elle n'est jamais totale. Alors, vous parliez des nécessités commerciales, elles existent. Il y a dans certains pays et dans trop de pays des impératifs de censure, des interdictions, et il y a en chacun de nous des censures privées, particulières, qui sont quelquefois les plus dures à briser. C'est Jacques Lang. Je crois, prolongeant ce que dit à l'instant Jean-Claude Carrière, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, à l'exception de quelques pays, il y a encore quelques pays de dictature politique, de dictature traditionnelle, mais la plus grande oppression vient quand même aujourd'hui de la censure économique, de la censure financière. Lorsque, par exemple, chez nos amis des pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, parfois il n'y a pas même le moyen d'imprimer, faute de ressources, pas même le moyen d'éditer. Quelle est la liberté de l'écrivain? Lorsque, à l'Ouest, chez nous, ou
en Amérique. Un certain nombre de télévisions commerciales à haute rentabilité refusent d'accorder leur chance à un nouveau scénariste, à un nouveau cinéaste, à un nouvel écrivain, sous prétexte que, naturellement, il n'obtient pas immédiatement de succès. Où est la liberté? Et sur ce thème de la liberté, on entend beaucoup de choses qui sont souvent fausses. On dit laissez la liberté aux radios et aux télévisions. Oui, c'est ce que nous avons fait en France, et c'est ce qui a été fait dans beaucoup de pays. Mais on doit s'interroger en même temps sur la liberté non seulement des programmateurs de télévision et de radio, mais sur la liberté des artistes, des créateurs, des citoyens. Et je crois que c'est un des grands sujets des prochaines années. Dans nos civilisations, c'est comment établir un nouvel équilibre entre la liberté des uns et des autres. C'est un vaste sujet. Cette question de l'impératif commercial, Costa Gavras, quand vous avez commencé votre carrière de cinéaste, comment elle s'est posée pour vous? Moi, je veux dire d'abord que je voudrais dire que je ne considère pas, en tant que cinéaste, je ne considère pas que je fais une carrière. Nous faisons des films et nous mettons en cause ce que nous faisons tous les jours après chaque film. Maintenant, en ce qui concerne les impératifs commerciaux, il est vrai qu'on ne peut pas parler des artistes et des impératifs commerciaux. Un écrivain achète du papier et écrit. Un musicien fait de même. Un peintre, plus ou moins de même. Un cinéaste, c'est tout à fait différent. Parce que pour faire un film, une fois écrit, il faut beaucoup, beaucoup d'argent, malheureusement. Et là commence une vraie lutte. Et c'est un problème de choix et de persévérance, je dirais. Pierre Berger, quand Yves Saint-Laurent a démarré, vous l'avez aidé à trouver des financements. Son problème, ce n'était pas directement le financement, mais comme pour un film, oui, il faut des moyens énormes. J'aurais la même réponse que Costa Gavras, tout à fait. Il faut des moyens énormes, et malheureusement, ça ne se trouve pas facilement. Et vous savez, quand Saint-Laurent a démarré, on n'avait pas un sou, ni lui ni moi. J'ai trouvé de l'argent, je l'ai trouvé chez des Américains d'ailleurs, mais j'ai le sentiment que c'est très difficile. Et par exemple, aujourd'hui, parce que la question était assez précise, je pense qu'aujourd'hui, dans les circonstances que connaît le monde, la récession que nous connaissons, il est très difficile de trouver de l'argent pour des grands projets, que ce soit pour un couturier ou un cinéaste, ou monter un opéra, ou des choses comme ça. Mais en effet, un écrivain peut toujours écrire, un peintre peut toujours peindre, ça, et un musicien peut toujours écrire. Ça, Dieu merci. Et je dirais même autre chose, que plus les conditions sont difficiles, et dans les pays, Jacques Lang a fait allusion à des pays de l'Est et des pays de dictature, il y en a eu, il y en a malheureusement encore, que ce soit à Cuba ou que ce soit ailleurs. Dans ces pays-là, plus c'est difficile, plus les artistes, au contraire, ont envie, besoin de s'exprimer, parce que l'art, ça n'est rien d'autre qu'une expression révolutionnaire. Mais on critique, par exemple, il y a deux questions qui sont souvent posées par les jeunes qui veulent aborder la mode, mais aussi le cinéma. C'est quand on n'est pas dans les circuits du moment, c'est plus difficile en effet d'obtenir les financements. Est-ce que c'est une réalité à laquelle vous êtes confronté d'une manière ou d'une autre? Oui et non, mais vous savez, il faut pas exagérer ces histoires. Je ne suis pas sûr que l'influence, le piston, les amitiés servent tellement. Je crois plus au talent qu'en relation. Alors, quand vous dites, en revanche, que le talent, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais que le talent sont ceux souvent qui sont sous l'oppression ou l'absence de moyens, est-ce que ça veut dire à l'inverse que chez nous, où, comme je le disais tout à l'heure, on a plus de moyens et de richesses, il y a moins de talent? Non, j'ai ni dit ni voulu dire ça, mais je pense que je l'ai dit, que la création était un acte révolutionnaire et que c'est probablement dans les moments difficiles que les artistes ont le plus besoin de s'exprimer. On l'a vu pendant l'occupation allemande en France, on l'a vu pendant les années terribles de l'Allemagne de l'Est et des pays de l'Est, et j'espère qu'on ne le reverra plus. Voilà. Costa Gavras, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point? Donc, sur le problème de l'argent et du cinéma, pour ceux qui peuvent s'intéresser, on peut dire quand même, malgré les difficultés, qu'en France, nous sommes les mieux lotis des cinéastes pour pouvoir trouver l'argent. Des mécanismes assez complexes, pour vous les expliquer ici, sont créés depuis plusieurs années, notamment les dernières 10 années, pour que les cinéastes puissent trouver l'argent
et au moins amorcer une production, ce qui n'est pas le cas pour la plupart du pays dans le monde. Et pour certains pays qui ont des grands cinémas, je ne citerai que le Brésil par exemple, c'est le désert absolu. Oui, 2 films l'année dernière au Brésil, pour un pays de 160 millions d'habitants. Jacques Lang, quand aujourd'hui on veut produire en France, les circuits de financement, vous voulez les voir évoluer comment? Je crois que Costa Gavras vient de dire à l'instant qu'effectivement, nous n'étions pas trop mal lotis. Disons que l'exemple de l'économie du cinéma en France est assez intéressant. C'est l'exemple d'un système, on pourrait dire, d'économie mixte, dans lequel vous avez à la fois la volonté des pouvoirs publics, et qui est ancienne déjà, qui remonte après la guerre, disons. Il y a eu toute une série de législations après la guerre. Bon, c'est vrai que j'ai moi-même contribué à la transformer, et c'est normal, il faut sans cesse transformer les règles, les adapter, les moderniser. Nous avons mis au point de nouveaux mécanismes de financement, en songeant en particulier aux plus jeunes. Comment faire pour que de nouveaux scénaristes, de nouveaux cinéastes puissent avoir accès à ces modes de financement. Donc volonté des pouvoirs publics, mais aussi volonté des professionnels. Ce sont des producteurs, ce sont des mécanismes financiers, ce sont des banques. Et donc on peut dire que la relative réussite de ce qui se passe sur le plan de l'économie du cinéma est due à ce que les pouvoirs publics et les gens des professions tirent dans le même sens. Alors, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas des tiraillements et des contradictions. Et en ce moment même, il y a un débat à nouveau sur lequel je ne me prononcerai pas aujourd'hui, puisque j'ai confié une mission à une personnalité qui doit nous aider à voir clair. Il y a à nouveau un débat entre un certain nombre de grands circuits de diffusion et de financement, et puis, d'autre part, des producteurs et distributeurs indépendants. Certains qui craignent qu'à nouveau des mécanismes de concentration se produisent. Et c'est vrai, c'est une autre règle, je le crois, dans le domaine de la liberté de la création. On a dit censure économique. D'une manière plus précise, moi je suis convaincu que la concentration de pouvoir, que ce soit la concentration de pouvoir politique, administratif, et pire encore aujourd'hui, économique, c'est l'ennemi de la liberté. Plus vous avez la chance de pouvoir frapper un grand nombre de portes, parlons trivialement un grand nombre de guichets, plus vous avez une chance de pouvoir être entendu par quelqu'un. Et lorsque tout est accaparé par un petit nombre de sociétés, un petit nombre de banques, la liberté de l'artiste ou du créateur ou de l'intellectuel n'est pas pleinement assurée. Il y aura toujours l'éternelle question de la dimension du marché et la difficulté à trouver un marché européen face aux Américains actuellement. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, marché Capacité d'ouverture, de développement, économie d'échelle. Mais enfin, quand même... lorsque je pense que beaucoup d'étudiants ici présents ce matin viennent d'autres pays que la France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre. Dans ces pays, il y a de grandes réussites. Mais il y a, je me permets de le dire, un échec. Puisqu'on évoque ce thème du cinéma, c'est que dans ces pays, et pas seulement en ceux-là, en Russie, en Pologne, en Hongrie, dans l'Europe entière, le cinéma est en train de mourir. Dans 3 ans, nous célébrerons le premier centenaire de la première projection publique du cinéma, c'était à Paris, les frères Louis Lumière. Et on peut redouter que cette fête est plutôt un parfum de funérailles pour certains pays. Et donc la solution dans ce cas-là, elle est, je dirais, pays par pays. Il faut que dans chaque pays, il y ait la volonté de sauvegarder une cinématographie nationale. Quand vous allez aujourd'hui à Varsovie, vous parliez tout à l'heure du Brésil, mais à Varsovie, où il y a des cinéastes en Pologne, merveilleux, Wajda, Klisowski et tant d'autres, c'est très difficile de voir un film polonais dans une salle de Varsovie. Vous voyez des films américains, à Budapest, la Hongrie, pays de grands cinéastes, très difficile de voir un film de cinéma à Budapest. Alors, où est la liberté pour le cinéaste hongrois? Où est la liberté pour le cinéaste polonais? Est-ce que la France, de ce point de vue-là, c'est une question qui peut s'adresser aussi à Costa Gavras et Jean-Claude Carrière, peut-être dans le contexte de l'évolution de l'Europe, fédératrice pour
Pour les Je crois Almodovar, pour les Hongrois, il faut pour... peut-être rajouter quelque chose à tout ce qui vient d'être dit. C'est que... Ça marche? Oui, mais prenez Oui, je suis le seul. Prenez celui-ci parce que Non, ça va mieux comme ça? ça va mieux comme ça. C'est que le système français qu'on a évoqué, cette manière de faire travailler argent privé et argent public, avec tous les frottements et problèmes que Jack Lang a évoqués, ce système-là permet non seulement au cinéma français de survivre, mais à tout un autre cinéma européen, cinéma africain, cinéma asiatique, qui vit de coproduction, tout simplement parce que ces films étant coproduits par la France, bénéficient en France de conditions particulières et dans ces conditions, il y a les 14% d'aide qu'ils touchent sur les recettes. Sans les lois françaises, sans le système français, pas de Urga de Mikhalkov, pas de Ran de Kurosawa, pas de Yelen de Souleymane Cissé, un grand cinéaste malien, etc. Pas de film polonais, pas de film allemand. Tout le grand cinéma italien que nous avons tant aimé n'existerait tout simplement pas. Il faut bien comprendre ça et je reviens à vous un instant. Nous avons connu, je parle des gens de ma génération, deux types de censure très durs dans les 40 dernières années. L'un était et existe toujours, c'est la censure économique dont vous avez parlé. Grosso modo, elle concerne le monde anglo-saxon et plus spécifiquement américain. Pour les Américains, un bon film, c'est un film qui gagne de l'argent, point final. Ça se limite à ça, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer de difficultés d'accès au réseau de production. Nous avons connu un autre type de censure tout à fait à l'opposé, qui était la censure politique communiste des pays de l'Est, qui vient de s'effondrer. Jack Lang y faisait allusion. Cette censure politique, qui était très sévère, qui lisait les scénarios, qui n'autorisait à faire des films que ceux qui avaient fait certaines écoles, qui avaient la carte de réalisateur, a permis à un formidable cinéma d'exister en Hongrie, en Pologne et en Russie. L'autre jour, à propos de la Grande Europe à Paris, avec Pavel Lungin, avec Lucian Pintillier, cinéaste roumain, nous avons évoqué tous ces problèmes. Il disait que, en trichant, en séduisant la censure, en la détournant, ils arrivaient à faire des films beaucoup plus intéressants. D'abord, ils arrivaient à faire des films. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus, parce que qu'est-ce que c'est le marché national hongrois? Ça n'existe pas. Un film hongrois ne peut pas exister sur son propre marché. Donc, ils arrivaient à faire, non seulement à faire des films, mais à faire des films que probablement la contrainte politique rendait plus intéressants que la soi-disant liberté américaine. Jean-Claude Carrière, il faut toujours se méfier quand on évoque... C'est important parce qu'on est au cœur du débat. Vous êtes en train de faire l'apologie de cette période ou de Non, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ils disaient... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous arrivions qu'un certain nombre de contraintes sont enrichissantes, qu'aucune attitude n'est donnée d'avance et pour toujours, et qu'à chaque instant, pays par pays, mois après mois, il faut se remettre en question. Je crois que c'est ça. Et les nouvelles contraintes du moment ne les motivent plus? Les cinéastes actuels de l'Europe anciennement dite de l'Est n'ont qu'une façon de faire des films, c'est une coproduction très importante avec la France. Et c'est tout. Voire avec une chaîne de télévision allemande ou italienne. Si nous disparaissons, ils disparaissent du même coup. Et ils seront comme le Brésil. Le dernier Lungin qu'on a vu récemment à Paris a été coproduit avec des financements français. Bien sûr, naturellement. Costa Gavras, c'est aussi votre opinion? Cette dimension fédératrice donc Absolument, et il est évident que la France, dans ce domaine, joue déjà un rôle essentiel. Elle peut jouer aussi un rôle encore plus important, et surtout comme exemple. Pierre Berger, sur cet aspect, même si vous n'êtes pas direct, est-ce que dans d'autres types d'art auxquels vous êtes confrontés, la France est encore un moteur ou un soutien dans des pays où il n'y a pas de marché ou dans des pays où il y a une contrainte? Oui, c'est certain, la France est un moteur, un soutien. Vous savez, on parle de la mode, parlons-en une minute. C'est vrai que c'est beaucoup grâce à Jack Lang que la mode a connu et connaît aujourd'hui l'importance qui est la sienne dans le monde entier. C'est vrai que tout à coup, nous avons donné des espaces, des lieux pour exister, avoir permis que tous les créateurs de mode du monde entier se réunissent à Paris 4 fois par an et fassent cette espèce d'événement considérable, qui d'ailleurs quelquefois me dépasse moi-même, mais ça c'est une autre question, c'est grâce au pouvoir public, et ça c'est certain. Alors, autre question des étudiants. Mademoiselle, je vous demande de vous présenter et puis poser votre question. Bonjour, Florence Sandis, je suis grecque et je suis actuellement le DESS de communication audiovisuelle de la Sorbonne. Donc ma question s'adresse à vous tous.
Depuis Gutenberg et la Révolution française, les médias se sont progressivement affirmés comme le lieu d'expression de la liberté, comme le lieu de la liberté d'expression, notamment d'expression artistique. Je voulais savoir si vous pensez aujourd'hui que les médias remplissent toujours bien ce rôle, ou bien est-ce qu'ils n'y apportent pas parfois un frein, notamment parce qu'ils deviennent de plus en plus prescripteurs d'opinion, et notamment pour des enjeux économiques. Quand vous dites médias, vous pensez à la télévision là, Télévision, presse, cinéma. Alors, médias, lieu d'expression de la liberté ou libre expression? Elle a fait un lapsus intéressant. Oui, exactement. Oui, en effet. Les médias devraient être l'expression de la liberté parce que leur donner la liberté d'expression pour ne pas exprimer la liberté, c'est un peu dommage. Oui, en l'occurrence... Et en l'occurrence, c'est malheureusement ce qui se passe. En l'occurrence, si vous lisez les journaux, regardez la télévision, vous vous apercevez que vous avez affaire à une presse, à une télévision partisane, et où les espaces de liberté se réduisent de plus en plus. Mais est-ce que c'est pas un petit peu, comment dirais-je, de la langue de bois de votre part de dire ça dans un pays où tout de même, quand on compare à l'ensemble de la planète, il y a une expression et une liberté d'expression? Naturellement, est-ce que c'est pas un peu facile? Est-ce que c'est... Oui, naturellement, si on compare, comme vous dites, à l'ensemble de la planète, la France est un pays formidable. Ça, c'est vrai, personne ne va dire le contraire. Sans faire d'ethnocentrisme, alors expliquez-nous, dites-nous. Écoutez-moi, ce n'est pas la question posée. C'est vrai que dans ce pays, on peut tout dire, et on a le droit de tout dire, et dans ce sens-là, la France est un pays probablement unique. Mais la question a été posée sur les médias. Or, les médias, ça nous ramène à l'autre question de tout à l'heure. Les médias, c'est tenu par des pouvoirs économiques et de l'argent. Si vous trouvez, vous, que des journaux tels que le Figaro Magazine d'un côté, TF1 de l'autre, j'en passe et des meilleurs, sont des médias d'une totale objectivité, tant mieux pour vous. Le calme. Attendez une seconde. Mais monsieur, vous aurez la contradiction. Attendez une seconde, si vous permettez. On organise quand même un peu le débat. Vous avez cité le Figaro Magazine ou TF1. Vous exprimez une opinion, on pourrait vous citer Le Monde ou France 2, pouvoir public, par exemple. Je peux citer Le Monde aussi. Vous pouvez citer Le Monde aussi, parce qu'il ne vous plaît pas. Mais je ne sais pas. Bien sûr. Si, monsieur, vous avez des contre-arguments ou des questions, vous approcherez un petit peu, vous viendrez dans la lumière, et tout à l'heure, vous pourrez poser une question. J'ai bien dit une question, il ne s'agit pas d'anathème, à nos interlocuteurs. Et puis, pour tout vous dire, puisque vous nous avez lancé, vous, là, une question en disant « il n'y a pas de contradicteur », il y avait quelqu'un qui est plutôt considéré, et la formule est tout à fait déplorable, mais enfin, il faut être un peu schématique pour aller vite, comme un intellectuel dit de droite, en quelque sorte, qui est Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson était d'accord, il devait venir, et Jean d'Ormesson vient de partir pour Sarajevo il y a 2 jours, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Voilà. Mais il était prévu un contradicteur. Alors revenons sur cette question de la liberté des médias, parce que Pierre Berger, vous avez répondu, peut-être avoir votre opinion à vous, dont les produits, si je puis dire, je sais que vous détestez ce mot, dont les films, dont les œuvres sont diffusées à la télévision. Une fois qu'on est à la télévision, quand on se retrouve à la télévision en direct, on peut à peu près dire ce qu'on veut si on respecte le temps de parole. Parce que le journaliste vous pose une question et tout de suite regarde la pendule. Vous avez à peu près 30 secondes pour vous exprimer. Pour l'instant, vous avez le temps. Non, quand on est à la télévision, on peut s'exprimer. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à la télévision. Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Comme le disait Pierre Berger, les invitations, les interviews que l'on vous demande, les temps de parole qu'on vous accorde, ça ne dépend pas de vous. Vous êtes toujours invité. Cela dit, c'est vrai qu'il y a on peut, en transmettant des articles à la presse, avoir une chance qu'ils soient édités. Je crois que la presse n'est pas encore ce qu'elle est aux États-Unis. C'est-à-dire, elle n'est pas encore ce fameux 4e pouvoir qui, quelquefois, dans l'histoire contemporaine américaine, a joué un rôle précieux. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que la presse, qu'elle soit écrite, radio, télévisée, atteigne cette capacité, ce crédit aussi nécessaire pour devenir ce 4e pouvoir? Écoutez, moi, je ne suis pas de ces gens qui ont réponse à tout. À votre question, je ne peux dire que je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Vous avez le droit, mais puisque vous l'évoquiez... Très bien. Costa Gavras et Jacques Lang sur cette question des médias. Peut-être que vous avez une réponse. Oh, mais le ministre a sûrement une réponse sur la liberté dans les médias. Mais Costa Gavras. On parle tout le temps de problèmes qu'a le cinéma ou l'opéra ou le théâtre pour l'argent.
et que ses relations avec l'argent d'une manière générale. Mais les médias, ils ont les mêmes problèmes. Les télévisions, les journaux doivent vendre. Et malheureusement, il y a des journaux et des télévisions qui font tout pour vendre. Ils disent n'importe quoi et ils font n'importe quoi pour vendre. C'est ça qui est un peu triste pour les médias qui ont quand même un rôle très important dans la société, à mon sens. D'abord un rôle d'information, un rôle pédagogique essentiellement. Jack Lang, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Comment est-ce que, enfin c'est peut-être pas votre cas d'ailleurs, mais comment est-ce que on peut être aussi critique finalement à l'égard du secteur privé quand finalement on a un équilibre avec un secteur public qui est redevenu puissant, hein, France 2, France 3 et maintenant Arte, c'est le secteur public. Et puis en effet un secteur privé qui est puissant mais qui est fragile. On dit de TF1 que c'est un colosse au pied d'argile, que ses bénéfices peuvent baisser avec la baisse du marché publicitaire. C'est toujours le téléspectateur qui décide tout de même. Alors pourquoi est-ce qu'on les oppose de manière... Est-ce que c'est pas ça le bon équilibre? Et pourquoi vous êtes si critique à son égard? D'abord, je suis critique, si j'ose dire, à notre égard collectivement. C'est que, pour l'instant, dans aucun pays, à ma connaissance, peut-être en Grande-Bretagne, je ne sais pas, peut-être un peu en Allemagne, nous n'avons réussi à répondre de manière, je dirais, satisfaisante à cette question de ce qu'on appelle quand même le quatrième pouvoir, qui est une réalité. Alors on est à la Sorbonne ici, Montesquieu n'y est pas ignoré, j'imagine, Madame le recteur, et Montesquieu, lorsqu'il a écrit l'Esprit des lois, pensait, en établissant la séparation des pouvoirs, au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire, lequel d'ailleurs pose dans beaucoup de sociétés contemporaines aujourd'hui aussi un problème d'aménagement de ces relations avec les parlements et les exécutifs et les pouvoirs économiques. J'oubliais aussi les pouvoirs économiques. Et une des grandes questions qui se posent pour les démocraties aujourd'hui, c'est de trouver un nouvel équilibre qui fasse que les citoyens, qu'ils soient simples citoyens, qu'ils soient artistes ou pas artistes, disposent d'un minimum de contre-pouvoir face à des pouvoirs très puissants. Et ce n'est pas seulement le gouvernement qui est tout puissant ou le Parlement, mais c'est aussi le pouvoir sur les consciences. Télévision, radio, presse, et pouvoirs économiques. Et peut-être qu'il faudrait songer, mais ce n'est pas facile. Nous avons tenté nous-mêmes avec une institution qui s'appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel de trouver une instance qui permette d'assurer l'honnêteté de l'information, c'est la loi qui le dit, qui permet d'assurer un minimum d'équilibre. Voilà une première question qui n'est pas simple, et je ne suis pas sûr qu'aucun de nos pays ait trouvé la solution. Votre deuxième question, c'était quoi? Non, c'était sur l'équilibre entre public et privé, qui est oui. déjà un élément de contre-pouvoir. Oui. Alors, moi, je vous dirais qu'une conviction qui est minoritaire, désespérément minoritaire. Je crois que dans ce domaine, si les chaînes publiques ne sont pas majoritaires, disons, en termes d'audience, oui, en termes de moyens, en termes d'audience, en termes de diffusion, les préoccupations, disons, de rentabilité immédiate l'emportent, y compris au sein du service public. Est-ce qu'il ne faut pas couper définitivement le cordon ombilical avec le pouvoir politique en ce qui concerne le service public? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer le ministre de la Communication? Il restera toujours la culture et l'éducation. Est-ce que dans ce pays, un jour, on ne peut pas supprimer le ministre de la Communication, qui est l'héritier du ministre de l'Information? Oui, mais dans ce domaine, excusez-moi de vous le dire, dans ce domaine d'ailleurs, je crois que même les plus vigoureux opposants ne le contestent pas. Dans ce domaine, aujourd'hui, le pouvoir politique, enfin, l'actuel en tout cas, je ne sais pas ce qui se passerait dans une autre circonstance. Il suffit de regarder chaque jour les images de télévision, on n'a pas de pouvoir direct. Alors dans le domaine de la culture, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Et alors là, effectivement, je répète, c'est la question fondamentale qui est posée. Nous avons souhaité, peut-être dans une sorte de mouvement de naïveté et aussi de rejet d'abord à l'égard d'un système autoritaire dans lequel, on n'est peut-être pas tous connus dans vos pays, mais chez nous, il y a une quinzaine d'années, c'est vrai, la télévision et la radio étaient entièrement entre les mains de l'État. Et pour briser ces liens, nous avons décidé, il y a 10 ans, de séparer les deux. Et finalement, peut-être que nous n'avons pas pensé, je m'excuse de radoter un peu,
pas penser avec assez d'obsession à la liberté, pas seulement des patrons de chaînes de télévision et de radio, mais à la liberté de nous tous, à la liberté des artistes, à la liberté des intellectuels, qui, dans un tel système, a parfois du mal à se frayer un chemin. Alors, question des étudiants et ensuite une question de la salle. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, Franck Anlay du CMS, la junior entreprise de l'EDEC. Ma question s'adresse à tout le monde. Lille, donc. Je désirais savoir si l'artiste doit se sentir Prenez votre temps. doit se sentir investi d'une mission auprès du public, c'est-à-dire responsable vis-à-vis du public. La mission ou le message récurrent de l'artiste. Pierre Berger. Investi d'une mission auprès de l'artiste. Il y a des artistes ici. Ils sont plus à même que moi. Non, mais je vous voyais réagir, c'est pour ça, mais si vous voulez. Moi, je vous réponds non. Enfin, c'est mes convictions. Je crois pas du tout. Vous savez, je crois que les artistes, ils sont là, comme les oiseaux volent. Cela dit, si leur démarche, leur art peut correspondre à une époque et aider d'une manière ou d'une autre cette époque à avancer, à sortir, à s'exprimer, oui. Mais c'est pas essentiel. L'artiste fait d'abord ce qu'il doit faire. Mais j'insiste toujours, et je dis toujours la même chose, un vrai artiste est révolutionnaire. Vous savez, c'est le contraire finalement de ce qu'a dit Baudelaire. Il faut aimer le mouvement qui déplace les lignes. Et il faut l'aimer passionnément. Parce qu'il n'y a que ça qui existe, c'est de faire bouger des frontières, de bousculer les lignes. Et les vrais créateurs sont ceux-là. Dans ce siècle, c'était Picasso pour n'en citer qu'un, mais il y en a beaucoup d'autres. Costa Gavras, quand on a écrit Z l'aveu, on se sentait au départ investi d'une mission ou c'est tout simplement une révolte personnelle? Qu'est-ce qui motive? Non, mais on ne peut être que personnel, à mon avis. Il y avait un ministre, ou je crois un théoricien à l'époque stalinienne qui s'appelait Jdanov, qui avait défini tout ce qu'un artiste, enfin, les devoirs d'un artiste. Je pense qu'un artiste a sûrement une responsabilité face au public, mais chacun décide soi-même. Et je pense que la liberté, et surtout l'indépendance, c'est essentiel. Jean-Claude Carrière, le président de l'école du cinéma, qu'est-ce qui répond à cette question à un étudiant qui... Je peux parler qu'à titre personnel, bien sûr. La question que vous posez, elle est au cœur de notre vie et depuis très longtemps. C'est un très antique débat. C'est cette dialectique entre expression personnelle et notre rôle dans la société. Vous appelez notre mission. Et je répondrai la même chose. Au départ, tout part de nous. Et je crois que le rêve de tout artiste, prenons par exemple un grand poète, est d'être la voix par laquelle parlent toutes les voix. À la limite, le très très grand artiste, prenez Shakespeare par exemple, nous reste totalement inconnu personnellement. Nous ne savons pas qui elle était. Nous pouvons étudier son œuvre pendant toute une vie. Nous ne saurons jamais s'il aimait la ville ou la campagne, s'il était de droite ou de gauche, s'il aimait les hommes ou les femmes ou les deux. Jamais. Il s'est totalement dissimulé. Il est ce que Victor Hugo plus tard appellera la bouche d'ombre. Cette bouche par laquelle une société, à un moment donné, déplace ses lignes, comme disait Pierre Berger. Ça, c'est l'idéal. Je ne parle que de très très grands personnages qui, à un moment donné, sans le savoir, à leur insu, d'une manière non décidée, portés par quelque chose qui venait du tréfonds de leur peuple, ont exprimé ce peuple. Alors, chacun de nous, au départ de sa vie, part d'un désir de s'exprimer, qui, en ce qui me concerne, remonte à l'âge de 8 ou 9 ans, où j'écrivais des livres déjà, et je les illustrais. Et puis, petit à petit, alors ça m'est venu à moi, c'est là où je vous réponds de manière personnelle, étant donné le développement des moyens de communication que nous avons connus. Nos films, au début, dans les années 50, passaient dans des salles de cinéma, ensuite sont passés à la télévision, et puis dans des télévisions, et maintenant dans des cassettes. Donc ils sont vus, même s'ils n'ont pas de succès, par des millions de gens. Qu'on le veuille ou non, cela vous donne une responsabilité, même si on la refoule, et même si on doit, d'une certaine manière, y rester aveugle et obéir à sa propre intuition. Je sais que personnellement, et dans les domaines du cinéma et de la télévision, je ne peux pas m'empêcher de penser maintenant beaucoup plus qu'avant au sujet que je choisis et je dirais, aux échos qu'ils pourront soulever ici ou là autour de moi. Merci Jean-Claude Carrière. Alors, la salle maintenant, je vais demander à nos hôtesses de se saisir de ce micro. Attendez, s'il vous plaît, venez par ici. Alors, je voudrais savoir si parmi vous... Alors, tout à l'heure, vous vouliez intervenir et puis plus rien?
Approchez-vous, là, si vous voulez poser une question. Je vous en... Monsieur Jack Lang, bonjour. Je vais vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Sophie Rius, je suis journaliste. Oui. À la question, quand on veut produire en France, vous avez répondu en évoquant une situation plutôt optimiste, à la fois une ouverture de la part des chaînes publiques au projet de création, il me semble. D'autre part, un système d'économie mixte où la volonté des pouvoirs publics est en constante modernisation et évolution. Dans la pratique, j'ai toutefois constaté que les médias sont tenus par des pouvoirs d'argent, notamment sur la chaîne publique, et qu'un projet audiovisuel émanant d'une journaliste peu connue qui constitue un contre-pouvoir ne trouve pas toujours un écho auprès donc, des... Quelle est votre question? Alors, ma question, c'est... Attendez, on vous entend pas bien, donc allez-y. Alors, est-ce que cette situation plutôt optimiste, dans la réalité... Est-ce qu'on est optimiste sur les capacités ou non des médias à recevoir des projets indépendants? Voilà, des projets indépendants. Bon, on va voir. Merci. L'hôtesse va reprendre votre micro et on va revenir dans la salle dans quelques instants, si vous avez des questions. Alors, qui veut répondre? C'était une question qui vous était destinée, Jacques Lang. Est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité? Vous avez déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure sur l'équilibre. Non. Oui, non, mais je crois que je regrette beaucoup si j'ai laissé entendre que j'étais animé par un optimisme béat. Je suis au contraire souvent inquiet, et à l'instant je l'ai exprimé. Je crois que c'est une vigilance de chaque instant parce que la censure économique est là à chaque pas. Mais en même temps, il faut se battre. Mais Jack Lang, est-ce que la censure économique fait tout? Je veux dire, est-ce que vous êtes content d'Arte, par exemple, en ce moment? Ah non, mais c'est important. C'est une chaîne où l'art peut s'exprimer, c'est le service public. Est-ce que vous êtes content d'Arte aujourd'hui, de ce que vous voyez comme téléspectateur ou comme ministre? D'abord, je crois qu'il faut laisser à une chaîne le temps de s'installer. Elle est là depuis 15 jours, 3 semaines. Je ne l'ai pas vue jour après jour, donc je ne peux pas porter un jugement complet. D'abord, suis-je le bon juge? Mais j'ai pu, comme ça, au hasard, picorer ici ou là, des films que je n'aurais peut-être pas vus sur une chaîne habituelle. Et puis, au-delà des programmations, c'est quand même, et c'est très difficile, c'est la première tentative d'une chaîne binationale entre l'Allemagne et la France. On ne peut quand même pas tout le temps, sur les tribunes, ici et là, à la radio, à la télévision, dire Europe, 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 et lorsque on s'efforce, ce n'est pas facile, de jeter les bases d'une première chaîne binationale, qui demain d'ailleurs associera, je crois, la Belgique, puis peut-être l'Espagne, puis d'autres pays. C'est une construction lente, comme a été lente la construction de la communauté économique européenne. Alors, il y a de bonnes choses, d'autres moins bonnes. Laissons un peu de temps à ces animateurs de trouver le rythme, la couleur. Moi, je leur fais confiance. Jean-Claude Carrière. Oui, je voudrais dire un mot parce que les deux questions sont liées, en fait. Oui. Je me rappelle quand on a créé la FEMIS en 86, 3 mois après, on nous demandait ça va comment l'école, ça marche comment? Je disais donnez-nous 15 ans. Hein. Les résultats d'une école, il faut à peu près ça. Alors, la même chose pour Arte. Pour l'instant, Arte, moi j'aime beaucoup l'existence de cette chaîne. Moi j'aime beaucoup Arte. Je vais dire pourquoi. D'abord, et sans vouloir vous faire de peine, je regarde beaucoup plus Arte que je ne regardais la 5 avant. Beaucoup plus. Je trouve beaucoup plus de choses qui m'intéressent sur Arte. Ensuite, non seulement Arte est une chaîne non obligatoire. Je n'ai pas l'obligation de la regarder. J'y vais quand je veux. Bon. Ensuite, ça me donne un autre regard sur les autres chaînes, car je me trouve dans un espace de vraie liberté, où rien, il n'y a pas de retape. Il n'y a pas de racolage. On ne me dit pas restez avec nous, vous allez voir des choses formidables. Pas du tout. Ce qu'on me dit partout ailleurs. Quand je passe d'Arte aux autres chaînes, là, je vois la putasserie de certains. Je le vois vraiment. Okay. Et ça, c'est un regard nouveau, que vous le vouliez ou non. Bon. En parlant d'Arte, je réponds partiellement à la question sur l'optimisme. Je ne suis pas optimiste. Depuis 5 ans,
avec la SACD, avec la FEMIS, avec tout un tas d'organismes, nous nous battons de toutes nos forces contre un déclin de ce qu'on appelle, entre guillemets, j'aime pas beaucoup le mot, la création audiovisuelle, c'est-à-dire la télévision de fiction. Un seul chiffre, depuis 15 ans en France, et surtout depuis l'apparition des chaînes privées, le volume de production de films de fiction de télévision en France a baissé de 51%. Donc, alors, ça répond à la question de la dame. Est-il plus difficile ou moins de faire des films de télévision? C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Si nous continuons, si nous n'arrêtons pas cette dégringolade, si par exemple nous supprimons Arte, qui, comme la 7, coproduit des films de fiction avec les chaînes du service public et même, pourquoi pas, avec la 1 ou Canal+, pourquoi pas, ou la 6, nous sommes totalement perdus. Je veux dire, c'est un combat de tous les jours. Et rien n'est plus important pour un peuple que d'avoir non seulement le droit, c'est-à-dire l'absence de censure, mais la possibilité de se raconter ses propres histoires. Pensez à la télévision sénégalaise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle se raconte? Des peuples africains dont le fait de raconter l'histoire est la base même de leur vie, de leur culture, sont obligés d'ingurgiter des séries américaines ou des dessins animés japonais qui ne leur parlent jamais d'eux-mêmes. C'est ça le problème crucial et essentiel. Si nous continuons, nous serons comme eux. Est-ce à dire, par exemple, a posteriori, Oui. est-ce à dire, par exemple, que vous regrettez la création des chaînes privées, cette initiative, ce Non, que Jacques je ne Lang regrette évoquait pas la comme une création, je ouverture. regrette leur fonctionnement. Je regrette plusieurs choses. Ça, c'est un immense débat. Je regrette, par exemple, que l'argent du service public de télévision en France soit si réduit. Les chaînes de service public sont celles qui ont le moins d'argent public de toute l'Europe, il faut quand même le dire. Ça aussi. Donc, l'obligation pour France 2 de faire appel à 60% pour 60% de son budget à la publicité. Donc ça, c'est évidemment un esclavage. On n'y peut rien. On n'y peut rien, sinon qu'il y a eu des mesures absurdes de baisse de la redevance, de limitation des budgets de la télévision publique, alors que la télévision, il n'y a rien de plus important aujourd'hui pour nous tous, et en particulier pour ceux qui ont l'âge de ceux qui nous écoutent. Bon, je me tais parce que j'en dirai trop. quelque chose? Non, on enchaîne avec une autre question. Alors, nos hôtesses, s'il vous plaît, vont venir ici, là, au milieu, s'il vous plaît. Je voudrais que monsieur ici intervienne. Une question et on vient là, s'il vous plaît, ici. Voilà. J'ai un micro là, mais Attendez, voilà. attendez, s'il vous plaît. On fait ça dans l'ordre. Monsieur d'abord. Il s'est mis et à ensuite, marcher tout à monsieur coup. d'abord, monsieur là, s'il vous plaît, et ensuite monsieur. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Touchez pas. Voilà, allez-y. Bonjour, je suis Patrick Chambet. Je suis à l'école centrale de Lille. Personnellement, je considère que Arte n'est pas une chaîne européenne, mais une chaîne franco-allemande. Pourquoi avoir limité cette chaîne à la France et à l'Allemagne, alors que nous sommes 12, je crois, et qu'il existe un journal international qui est sur la 6, je crois? Pourquoi n'avoir pas fait une chaîne entièrement européenne? Question. Alors, le micro pour l'autre monsieur qui voulait intervenir. non, c'est à moi là maintenant. Attendez, on va d'abord répondre, si vous voulez bien, parce que c'est bien qu'on réponde aux questions des étudiants, et puis ensuite, ce sera à vous. Alors, allez-y, Jacques. D'un mot, pour permettre précisément que beaucoup de questions puissent se poser, d'un mot, disons, j'ai fait tout à l'heure allusion à la difficulté de la construction européenne. On a commencé à 6. On est aujourd'hui 12. Peut-être qu'on sera 13, 14, 15. Donc c'est déjà... Ou 11, dans un premier temps peut-être. Mais à terme, ce serait la vocation d'Arte d'élargir? Oui, naturellement. C'est déjà pas commode de le faire à 2. On y est arrivé. Alors, autre question, monsieur. J'espère qu'on pourra réussir à Attendez, européaniser progressivement cette chaîne. On y arrivera. Alors, monsieur, vous aviez le micro, on vous entendait, on ne Oui. vous voit pas. Alors, Si vous voulez bien vous présenter d'abord. oui, bien sûr. Bernard Lescure, je suis professeur de lettres et je vais essayer d'être clair dans ma question. Et assez court, si vous voulez bien. Comment? Allez-y. Oui. Pour moi, le art et liberté, ça veut dire que l'apprentissage de l'art est un apprentissage de la liberté. Je me suis réjoui de ce que le ministère de l'Éducation nationale soit associé au ministère de la Culture et je me suis demandé pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt, tellement ça paraissait évident. Dans la suite de ce signe fort, je voudrais demander en particulier à Monsieur le ministre s'il ne pense pas qu'il faille, d'une part, à l'école déscolariser la culture, pour faire court, et d'autre part, que l'école devienne un endroit qui soit initiateur de projets culturels avec d'autres partenaires de la cité,
comme ici, l'université s'associe avec des entreprises, des journaux, etc. Voilà ma question. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites déscolariser la culture, simplement? Déscolariser la culture, je veux dire que lorsque la culture est trop objet de contrôle, d'examen, etc., on lui enlève une part importante, à mon avis, qui est celle du plaisir et de l'émotion. Et il est rare... Il est rare, mais ça arrive encore, et je voudrais que ça arrive plus souvent, que lorsqu'on interroge un élève au bac, à l'oral, on partage avec lui une véritable émotion. Ça m'est arrivé en interrogeant une élève sur Beckett. Nous étions tous les deux dans un échange véritable. C'est tout. Mais merci. Vous comprenez bien que je trouve ça trop rare. Oui, ça on vous comprend. On vous comprend et Jacques Lang vous répond. Jacques Lang. Déscolariser la culture d'une part. C'est peut-être pas si rare d'ailleurs. Et partenariat d'autre part. Vous avez été professeur. Oui. Disons que, à travers votre question, il y a un petit peu une contradiction. D'un côté, vous déplorez qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que l'art soit mieux présent à l'école, au lycée, au collège, et de l'autre, vous souhaitez que cette présence soit moins rigide, moins formelle, moins contrôlée que celle d'autres savoirs ou d'autres connaissances. Vous savez bien que dans un système scolaire, s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance à travers les diplômes, à travers les examens, l'introduction de l'art du cinéma, par exemple, ou du théâtre, ou des arts plastiques, à l'école ou au lycée, risque de rester marginal. Et c'est pourquoi moi-même je me suis beaucoup battu avant d'être en charge de l'éducation nationale pour que des lycéens puissent, sous la forme d'options obligatoires, pour employer la logomachie française, apprendre le cinéma en seconde, le théâtre, les arts plastiques, la musique. Et cette reconnaissance, je crois, a été déterminante pour la suite. Mais en même temps, vous avez raison, monsieur, si le plan de 5 ans que je vais présenter dans quelques jours pour permettre la généralisation à l'école, au lycée, au collège, à l'université de l'ensemble des arts avait pour conséquence que la part de rêve, la part d'échange, la part de poésie disparaissent, alors je vais aussitôt remballer mon plan. Alors, autre question. Attendez. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà... Oui, alors Jean-Claude Carrière et ensuite... Je voudrais rajouter quelque chose à l'intention de M. Lescure, que je ne connais pas, mais en ce qui concerne le cinéma, une chose que l'on constatait et que l'on constate encore au niveau des hautes écoles, comme la FEMIS ou l'école Louis Lumière, laquelle, vous le savez, dépend de l'éducation nationale, c'est que les étudiants en cinéma arrivaient sans aucune formation préalable. Depuis que le bac A3, depuis 1989, admet l'audiovisuel parmi les épreuves à option obligatoire, quelque chose a changé. C'est-à-dire qu'il manquait, il y avait le phare, si vous voulez, il n'y avait pas les étapes intermédiaires ni les bateaux pour y parvenir. Il manque d'ailleurs encore, entre le bac et Louis Lumière et la FEMIS, quelques étapes, quelques degrés nécessaires qu'on avait pensé à un moment donné instituer sous forme d'instituts locaux, régionaux de l'audiovisuel et qui, j'espère, verront le jour, tôt ou tard. C'est indispensable, c'est toute une structure qui doit commencer le plus tôt possible parce que le cinéma n'est plus aujourd'hui une matière que l'on peut apprendre sur le tas comme autrefois. Les techniques d'image, de son, de montage se sont tellement perfectionnées et sophistiquées qu'il est indispensable de passer par des écoles qui ont un matériel très coûteux et très fragile. Donc, on ne peut pas le confier à des gens qui n'ont aucune formation préalable. Cet échelonnage de l'enseignement je ne parle là que du cinéma, est indispensable. D'autre part, n'oubliez pas que dans la culture rentre la littérature, il me semble, et que la littérature fait partie de l'éducation nationale, elle, à plein titre depuis très longtemps. Nous sommes encore un peu à la traîne, nous essayons de la rattraper. Ça viendra peut-être un jour. Je dis encore un mot à Patrick qui a posé une question avant au sujet de Arte, une chaîne européenne. Excusez-moi madame, juste un mot. C'est techniquement très difficile de morceler 3 heures d'antenne en 12 pays. Chacun fera entendre un petit peu de sa voix
Et vous comprenez le problème, c'est que c'est tout simplement un problème technique. Alors, voilà, il faut aussi le dire. Madame là-bas, attendez, si vous permettez, de toute façon, dites-vous bien que tout le monde ne pourra pas poser de questions. Bon, j'ai une question très courte à poser à ces messieurs. Annie Charles, je suis juriste. Actuellement, on a beaucoup parlé d'art et liberté du côté du créateur. Moi, je crois qu'il y a également dans ce débat une chose qui est oubliée, c'est le fait qu'il y a également la liberté de l'accès à l'art. Et peut-être que le développement de l'esprit critique à l'éducation nationale doit être pris en compte. Voilà, c'est la question que je voulais poser à tous ces messieurs. Merci. En particulier à Monsieur Lang, ancien chef du Festival de Nancy, créateur du Festival de Nancy. Alors, on va récupérer le micro parce qu'après, on va redonner la parole aux étudiants, si vous voulez bien, et on reviendra à la salle ensuite. Jacques Lang. J'ai peut-être mal compris votre question. Mon esprit du dimanche matin, c'est... La création à l'art. Liberté de l'accès à la culture. C'est bon. Allez-y. On ne comprend pas très bien, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma question. Mais par exemple, j'adore le théâtre pour ce qui me concerne. Hein. Mais pouvoir aller au théâtre, ça coûte extrêmement cher. Ah si, ça coûte cher. Si on veut aller... Bon, on a beaucoup parlé de cinéma. C'est vrai que les places de cinéma pour les jeunes sont chères également. J'ai 2 grands-enfants qui sont adolescents, ça coûte quand même relativement cher. Pour ce qui me concerne, je vais très souvent au théâtre. J'ai renoncé à avoir un véhicule automobile pour pouvoir satisfaire ma passion. C'est une façon de faire. Hein. Alors... mais je crois que l'accès à l'art, ça tient en particulier à l'éducation que les enfants peuvent avoir, hein, et également le fait qu'il faut les éduquer à la critique, à avoir l'esprit critique. On a compris votre intervention et on va faire intervenir tout le monde, y compris Pierre Berger. Je crois que c'est surtout Pierre Berger qui devrait répondre, parce que ce que vous évoquez, c'est le... Non, ce que vous évoquez, c'est très précisément le problème des subventions. C'est-à-dire que les subventions, d'où qu'elles viennent, permettent de faire baisser le prix des places. Hein, je crois que Pierre pourrait répondre là-dessus. Alors, Pierre Berger, vous avez évoqué tout à l'heure ceux qui intervenaient dans le film. Vous avez une question un peu du même ordre. Il y a la question des subventions. Ben oui, mais je ne dirais pas sans renvoyer le micro. Il comprend ce que je veux dire. Il comprendra ce que je veux dire. C'est le ministre qui devrait répondre. Et ce n'est pas une boutade. Non, ça n'est pas une boutade. Je veux dire, c'est le ministre qui devrait répondre. Parce que ce qu'il pourrait dire, ce qu'il va probablement dire, c'est que malheureusement, l'État a fait beaucoup. Et vous savez, depuis quelques années, singulièrement depuis qu'il est là d'ailleurs, et depuis 81, un peu avant, c'est vrai aussi, de grands efforts ont été faits pour l'accès à l'art dont vous parlez, madame. Mais on ne peut pas tout faire. Moi, je voudrais bien, vous savez qu'à l'Opéra de Paris, les places coûtent le 10e du prix qu'elles coûtent, et j'en serais très heureux, et que ça coûte le prix d'un cinéma, d'un film. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, c'est très compliqué tout ça. Est-ce que l'État a les moyens? Il doit, certainement. Les moyens, il ne les a pas. En plus, tout doit être subventionné. Vous savez, nous sommes dans un pays où les problèmes sont grands. Il n'y a pas que la culture, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a ceci, il y a cela. Et tout est prioritaire, car beaucoup de gens pensent que précisément la culture n'est pas prioritaire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de priorité, car tout est prioritaire. Les gens vous reprochent de construire un opéra quand on manque d'hôpitaux. J'ai entendu ça très longtemps. Il faut beaucoup d'hôpitaux, mais il faut aussi des opéras. Et on ne gagne pas, on ne réussit pas en soustrayant, mais en additionnant. Tout est prioritaire. Mais je crains qu'on n'ait pas assez d'argent. Pierre Berger, quand vous disiez... Pour être un tout petit peu plus concret, tout à l'heure, à l'issue du film, oui, vous avez dit « je fais des efforts pour que ces personnes qui critiquent à juste titre soient finalement contentées ». Concrètement, quels sont vos projets ou qu'est-ce que vous faites pour que ça évolue à l'Opéra de Paris de telle manière que, par exemple, les prix des places évoluent, puisque vous dites que c'est un de vos objectifs? C'est un de mes objectifs. Est-ce qu'on y parviendra? J'en sais rien. Je sais que si on pouvait faire collaborer à l'Opéra de Paris des entreprises privées, et il y en a d'importantes dans ce pays, probablement la subvention diminuerait, probablement les spectacles pourraient être produits avec d'autres, et probablement le prix des places serait moins cher. Mais j'y suis pas encore parvenu à cela.
Comprenez, nous sommes dans des systèmes un peu bloqués et j'ai conscience, moi, que l'État fait déjà un énorme effort. Et aucun autre État, ni celui d'hier, ni celui de demain, quelle que soit sa coloration politique, ne pourra faire davantage. Et ce qui se fait, je trouve, est déjà vraiment formidable dans ce pays. Et je regrette qu'on ne s'en rende peut-être pas compte tout le temps. Jacques Lang. Oui, la question de... Je vais être très court parce que je voudrais qu'il y ait d'autres questions, et si c'était possible, ce serait intéressant pour nous aussi. Les questions posées étaient très intéressantes, mais si des étudiants ou des personnes venant d'autres pays pouvaient nous interroger aussi sur l'accès à la culture. Vous savez, la première priorité qui a été la mienne, c'était de vaincre une inégalité que peut-être d'autres pays ne connaissent pas, liée à l'extrême centralisation française. C'était que, en dehors de Paris, beaucoup de citoyens se trouvaient dans leur ville, dans leur région, privés de beaucoup d'activités artistiques. Et ce qui a été entrepris pour créer des bibliothèques, 1 millier depuis une dizaine d'années, créer des centres d'art contemporain, créer des centres de théâtre, bref, faire qu'un peu partout à travers le pays, chaque coin du pays puisse avoir sa part aussi d'inventivité, d'activité artistique, c'est changer ce que vous appelez l'accès à la culture. Et aujourd'hui, l'habitant de Marseille ou l'habitant de Strasbourg ou l'habitant de Lille ou l'habitant de plus petites villes ont un droit d'accès à la culture réel qui n'existait pas voici une quinzaine d'années. Et puis, il y a aussi, mais je ne veux pas aujourd'hui vous fatiguer en parlant de tout ça, il y a ce qui a été entrepris dans un certain nombre de quartiers, ce qui a été entrepris aussi dans les zones rurales, qui elles-mêmes... il n'y a pas que le public de Paris. Quand on dit accès à la culture, on dit est-ce que le public de Paris peut aujourd'hui ou non mieux accéder au théâtre, au cinéma, etc. Mais il y a toute la France. Et naturellement, j'aimerais bien que le prix des places de cinéma baisse, mais qui paiera les films? Car c'est essentiellement privé. Pour l'opéra, tout de même, je me permets de dire à votre place, Pierre Berger, que c'est un cas, je crois, assez unique, puisque vous offrez, si la mémoire est bonne, 1 millier de places, 1000 places, qui sont, quoi qu'on dise, et c'est un changement, toutes de bonne acoustique, de bonne visibilité, de bon confort, ce qui n'était pas le cas pour des places qui se trouvaient très haut et souvent aveugles, à moins de 140 francs. Et parmi elles, je crois, 500 à moins de 80 francs. Ce qui veut dire que quand votre opéra fonctionnera à plein, vous offrirez chaque année 400 000 places à moins de 80 francs. Bon, c'est un grand changement. Et madame, renseignez-vous sur les prix d'accès à la Scala ou dans quelques autres opéras d'Europe. Alors, question des étudiants, ici, mademoiselle, je vous demandais de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Axel de Failly, je suis étudiante à l'Université Paris 9 Dauphine et je fais partie de la junior entreprise Promo 9. Donc, dans le cadre de l'accès à la culture, est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Lang et Monsieur Berger aussi, que l'accès à la culture n'est pas seulement une question de prix, mais aussi surtout une question d'éducation, et je pense à l'opéra en particulier, une question d'éducation musicale? Est-ce que, de toute façon, même si on n'a pas eu d'éducation musicale, il n'est pas vraiment difficile d'aller écouter un opéra, surtout quand on voit la qualité des programmes de l'Opéra de Paris, qui sont vraiment assez difficiles d'accès pour des gens qui n'ont pas du tout de culture musicale? Pierre Berger. Moi, j'ai toujours pensé, mais j'aimerais bien l'opinion de Jacques Lang là-dessus, qu'en effet, mais peut-être avec lui ne sommes-nous plus à la traîne, parce que je le connais assez pour lui faire confiance, que d'autres pays, l'Allemagne notamment, incluent une éducation musicale au niveau de l'éducation tout court, plus que nous ne l'avons fait jusqu'à ce jour. Et c'est vrai que si vous vous promenez dans des petites villes allemandes, n'importe où, vous êtes surpris du nombre de gens passionnés, intéressés par l'opéra, et surtout qu'ils comprennent. On comprend évidemment tout de suite qu'ils savent de quoi ils parlent, qu'ils sont au courant, qu'ils sont au fait de tout cela. En France, ça a été un peu plus difficile, la musique étant un art, pas toujours de privilégié, mais la plupart du temps de privilégié. Il est évident
que les études musicales n'ont pas toujours été au niveau où elles auraient dû être et que beaucoup de gens, vous avez raison, parlent de l'opéra qui est pour eux une langue un peu étrangère. Mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure pour le cinéma, comme on pourra le dire de la musique demain, moi je suis convaincu que de plus en plus la musique va faire partie d'un enseignement dans notre pays, comme la grammaire ou comme les mathématiques, comme autre chose. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Question des étudiants, quel côté? Peut-être là, une autre question des étudiants. Allez-y, alors, présentez-vous. Bonjour, je suis Franziska von Lipa, étudiante allemande, et je veux savoir, surtout de M. Lang, si vous pensez que bientôt on puisse parler d'une université européenne. Voilà, votre souhait est exaucé. Vous vouliez qu'un étudiant européen, pour le mot, intervienne, c'est le cas. Alors, université européenne. D'abord, si vous voulez bien, il y a ce qu'on appelle des universités européennes, par exemple, d'un certain type, naturellement, à Florence ou en Hollande, dans quelques autres pays. Ce qui est plus important encore, enfin, ce qui est aussi important que des universités européennes comme celle de Florence, qui fait un beau travail, c'est que nos universités s'européanisent et s'ouvrent, accueillant les étudiants d'autres pays, accueillant des professeurs d'autres pays. Et pour encourager cela, nous avons décidé de donner le label, entre guillemets, de pôle européen à celles des universités françaises qui ont cette ambition internationale. Alors, par exemple, Strasbourg a été déclaré pôle européen voici quelques semaines, en raison de tout le travail qui est fait dans cette université, dans ces universités, pour accueillir beaucoup d'étudiants d'autres pays d'Europe, pour accueillir aussi des professeurs. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail, mais notre système était relativement rigide sur ce plan. Par exemple, ce n'était pas facile de pouvoir engager des professeurs d'autres pays dans les universités françaises. J'ai fait adopter un texte au mois de juillet pour que désormais l'on puisse nommer des professeurs associés d'autres pays dans les universités françaises. De même, tout récemment, j'ai pu obtenir que le Collège de France, qui est une vieille institution française créée par François Ier, puisse enfin accueillir des professeurs d'autres pays. En ce moment même, nous accueillons Umberto Eco, que vous recevez, je crois. Hier soir, il était là hier soir. En ce moment même, il enseigne au Collège de France. Alors, il faut la réciproque. Vous voyez, demain, je vais à Bonn. Je rencontre Oscar Lafontaine, qui, vous le savez, non seulement le président de la SAR et le président du Bundesrat, mais est aussi ce qu'on appelle le porte-parole de ses collègues des Länder dans la discussion sur les questions d'éducation. Eh bien, demain, nous allons travailler ensemble pendant toute la journée pour nous demander comment nous pourrions échanger et faire travailler ensemble mieux université allemande et université française. C'est en marche. Alors, il faut naturellement tout le temps, pousser sur l'accélérateur. Alors, Jacques Lang, je crois que nous avons d'autres étudiants européens dans l'ensemble de l'équipe. Oui, présentez-vous. Bonjour, je suis étudiant français, donc je ne suis pas étranger. À propos justement de l'université européenne, vous ne pensez pas qu'un préalable indispensable à une université européenne, ça serait la réforme de l'enseignement des langues en France, qui est notoirement insuffisant? Pas seulement en France. Pas seulement en France, mais en France, il y a eu, en effet, longtemps, beaucoup de réticences. Parmi les changements récents, qui sont plutôt heureux, l'introduction à l'école primaire, depuis 3 ans, dans 40% à peu près des écoles, de l'apprentissage précoce d'une langue vivante. Et cela se généralise de plus en plus, et nous avons bon espoir que dans toutes les écoles primaires de France, avant 2 ou 3 ans, tous les enfants français, ou tous les enfants qui vont tout simplement à l'école, pourront commencer à apprendre une langue vivante. Puis les méthodes elles-mêmes se transforment, parce qu'on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas d'avoir 1h30 ou 2 heures d'allemand, d'anglais ou d'espagnol pour que les enfants s'initient. Il faut aussi toucher la motivation de l'enfant. Et parmi
très belles expériences que j'ai vues récemment et que je voudrais encourager. Il y a l'expérience d'un mouvement qui s'appelle École européenne, justement. Et les enfants, vous pouvez le voir à Paris si vous le souhaitez, dans une école du 18e arrondissement, les enfants communiquent avec leurs camarades du pays dont ils apprennent la langue, à travers le Minitel, à travers d'autres moyens d'expression, et tout à coup, il y a une sorte de jumelage presque quotidien entre une classe et une classe française et une classe allemande, une classe espagnole, et j'ai été frappé de voir avec quelle rapidité ces enfants apprenaient la langue, et surtout, elle devenait pour eux une nécessité, communiquer avec leurs camarades d'un autre pays, d'une autre classe. Alors, au lycée, au collège, vous le savez, nous avons fait toute une série de réformes, mais notamment qui doit permettre que l'enseignement de deux langues devienne effectif. Et quand je dis deux langues, je crois que ce serait une belle revendication à propager dans l'ensemble de l'Europe. Je pense que l'Europe deviendrait vraiment polyglotte, en tout cas multilingue, et faciliterait les échanges si dans chaque pays d'Europe, ce n'est pas le cas. Sachez-le, ce n'est pas le cas. Il était obligatoire d'apprendre deux langues en plus de sa langue maternelle. Merci. Alors, est-ce que les étudiants ont d'autres questions? Oui, là. Alors, on vous rend le micro. Allez-y, levez-vous, voilà, et présentez-vous. Bonjour messieurs, Caroline Chausson, je fais partie de la junior entreprise de l'EDEC, CMS. J'aurais souhaité savoir, à l'heure où donc la construction du grand marché est comme Janus une entité à deux faces, ce qu'il en est pour l'art, quels sont les risques et les chances, les défis et promesses de l'art européen? Et on conclura sur cette question, ou plutôt sur vos réponses, les uns et les autres. Vous voulez pas la reposer, non? Oui, j'aurais souhaité savoir donc quels sont les risques et les chances, les défis et promesses de l'art européen. Dans tous les foisonnements dont vous êtes ou les témoins ou les acteurs, oui, qu'est-ce qui vous semble en ce moment riche? L'art est européen depuis toujours. Il est européen. Il est européen depuis 1453, il est européen depuis que les Turcs ont envahi Constantinople et depuis que la Renaissance a existé. Je veux dire, les frontières et l'abaissement des frontières et des droits de douane ne va pas changer en rien du tout. Aujourd'hui se tient à Paris une très grande foire qui s'appelle la FIAC, c'est-à-dire Foire internationale de l'art contemporain. On n'a pas attendu le traité de Maastricht pour qu'elle se tienne. Ça fait très très longtemps que ça existe. L'art est européen et c'est une langue, en tout cas, pour répondre, soutenir Jacques Lang, et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit tout à l'heure sur le bilinguisme et même le trilinguisme. C'est une langue que, heureusement, tout le monde parle et qu'on n'a pas besoin d'apprendre, et ça, c'est formidable. Et bon, vous avez parlé de grand marché. Alors là, vous savez, ce mot-là cache beaucoup de choses. Et surtout des choses mercantiles. Je dis ça dans le bon comme dans le mauvais sens. Est-ce que le grand marché va promouvoir l'art? Peut-être, j'en sais rien, c'est possible. Est-ce que les galeries vont augmenter et vendre de l'art que vous appelez européen? Je n'en suis pas très sûr. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les échanges vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus vifs, de plus en plus fréquents. Mais on n'a pas attendu l'Europe. Rappelez-vous, autrefois, ça s'appelait l'école de Paris. C'était fait de tout, sauf de français, ou pratiquement pas. Il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Juifs d'Europe centrale, et c'est ce qui a fait toute la peinture qui a existé. Et puis tout ça, après, a explosé, est parti un peu partout. Donc l'Europe ne fera, cette Europe dont on parle, politique et économique, ne fera qu'accentuer les choses qui existent déjà. Mais je ne crois pas que ça les modifiera. Costa Gavras, vous êtes un témoignage de cette Europe culturelle. Vous avez ici énormément d'étudiants, c'est le jeu de la cité. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous voudriez leur dire en conclusion de ce débat? Je voudrais reculer un tout petit peu le temps. Je pense que l'art européen commence chez les Grecs, les Romains, ainsi de suite, jusqu'à nos jours. Mais je dirais aussi que l'art est personnel. L'expression d'un artiste, qu'il soit français, italien ou autre, est une affaire personnelle. Jean-Claude Carrière le disait un tout petit peu tout à l'heure. L'art européen, comme vous le concevez, j'ai le sentiment que vous parlez plutôt du marché, que vous parlez plutôt de l'accès à l'art. C'est
c'est une affaire différente. Je ne pense pas personnellement que le fait de faire l'Europe, tout d'un coup, on va créer du jour au lendemain un art européen comme il y a un art ou une mentalité italienne ou un art français. Je pense qu'essentiellement, ça permettra l'accès, ça permettra des universités, ça permettra la didascalie, mais l'art, je crois, doit rester toujours personnel et national. Une manière indirecte de vous répondre, c'est de vous raconter que dans les années 60, il y avait une chimère que chevauchaient les cinéastes. Ça s'appelait le film international. Ça consistait à prendre un acteur américain. Le film international est toujours en anglais. Donc un acteur américain, Kirk Douglas, une actrice italienne, en général Silvia Coscina, un scénariste français, un metteur en scène allemand, et à faire un film qui était destiné en principe aux deux rives de l'Atlantique, c'est-à-dire au monde entier. Et ce film régulièrement se noyait au milieu de l'océan, à tel point qu'on avait inventé une expression pour ces films-là, ça s'appelait les Middle Ocean Pictures. Ils étaient faits pour les spectateurs du milieu de l'océan. Ils étaient les seuls à être intéressés. Alors, la chimère contemporaine s'appelle le film européen. Et c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire un film qui s'adresserait à l'Europe en oubliant d'où il vient et en prenant, exactement comme le faisions autrefois, les mêmes éléments pour chevaucher la même chimère. Et pour le dire d'une autre manière, je parle encore une fois uniquement ici de cinéma, pour qu'une histoire, nous l'avons constaté 1000 fois, pour qu'une histoire aille partout dans le monde, il faut qu'elle vienne de quelque part. Et d'un territoire aussi précis et aussi approfondi que possible. Et pour qu'elle soit entendue par tous, il vaut mieux qu'elle soit dite par quelqu'un. Alors, le ministre dit que c'est très bien de conclure là-dessus. En l'occurrence, c'est très difficile de conclure après une si belle histoire. Alors, on vous laisse... Oui, mais madame, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des règles du jeu. On s'arrête là. Vous rencontrerez sans doute nos amis après. Merci à eux, merci à vous, et vive la Cité de la Réussite. Bon, on va sans préparation. Oui.